Attaque de Tadej Pogačar. Oh mais qu'est-ce qu'il fait lui? Et l'attaque de Tadej Pogačar. À plus de 50, 80, 100 km de l'arrivée. De nouveau Pierre Rolland, attaque de Pierre Rolland. Attaque de Marlou. Allez Lucas, aïe, attention Philippe, le parapluie. C'est fini. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour le débrief de la 12e étape du Tour de France. Une 12e étape lourde de conséquences sur la suite de la grande boucle. Pour parler de cette étape et de la victoire de Tadej Pogačar à Hautacam, j'accueille Guillaume Descaves, journaliste au Progrès, documentariste et fondateur aussi, rédacteur en chef du Lien Local Magazine. Salut Guillaume. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Bon, alors... il y a deux Guillaume, vous inquiétez pas. Guillaume, dont on avait parlé il y a quelques semaines, tu nous avais accordé un petit encart dans le Lien Local, je te remercie beaucoup. On avait discuté en off, et puis voilà, t'es un passionné de vélo aussi, et tu m'avais dit si un jour tu as besoin d'un vélo podcast, tu n'hésites pas. Donc voilà, pendant le Tour de France, on invite aussi des nouvelles têtes et des nouvelles voix, donc je te remercie d'être là. Merci à toi. En tout cas, moi je suis vos aventures et les aventures du Tour depuis le début. Voilà, je pense que aujourd'hui Vélo Podcast est le podcast qui nous amène toute cette fraîcheur, et donc je suis ravi de vous rejoindre aujourd'hui en tout cas. C'est très gentil. Bon, il y a pas mal de choses à dire sur cette étape-là. Rappelez, dans cette 12e étape qui s'est terminée à Hautacam après 180 bornes départ de Auch, la victoire de Tadej Pogačar, un coup de massue sur le Tour de France, et la victoire avec 2 minutes 10 d'avance sur Vingegaard, 2,23 sur Florian Lipovitz, l'Allemand. Première question, Guillaume, est-ce que Pogačar il a tué le Tour déjà ? Ouais, moi là, je pense que c'est même au-delà de le tuer, il l'a complètement ratatiné, et il nous a aussi un peu emmené dans l'ennui. Et ça a été la découverte d'Hautacam pour moi, parce que on attendait tous cette première étape de montagne. On avait vu les Visma, Leasebike qui étaient très forts en équipe, et UAE un petit peu plus faible. Là cette fois-ci les Visma on les a pas vus, on y reviendra tout à l'heure. UAE a durci très très tôt, et puis tout le monde a sauté petit à petit. Et là d'un seul coup ça devenait hyper intéressant. On était à 60 bornes, 54 km de l'arrivée, et Evenepoel commence à sauter. Et là, on a... dans le Soulor, ouais. Ouais, c'est ça. Et là, on a 40 km absolument incroyables. Ça va un peu dans tous les sens. On a Bruno Armirail qui est devant. Enfin, franchement, c'est génial. 40 bornes, vraiment superbe. Et puis, d'un seul coup, à 10, 12, 11 km de l'arrivée, ça se met très, très fort en route. Franchement, les derniers relais de l'AE sont en sprint pratiquement dans la côte, et puis il lance Poggi. Poggi, le seul truc que j'ai apprécié là-dedans, c'est qu'il fait sauter l'oreillette dès les 12 km avant l'arrivée, et après il part. Et en fait il part, et là on a, je crois qu'il la monte en 35 minutes Hautacam, et il bat pas le record. Pendant 35 minutes, il ne se passe plus grand chose, parce que derrière il y a personne qui peut répondre. Il est tout seul devant, il s'éclate, il a même le temps de parler au caméraman qu'il a une banderole accrochée à la moto, enfin voilà. Et puis il y va, et puis là finalement on commence à s'ennuyer, et puis en fait on sait pas trop ce qui se passe ailleurs, parce que alors j'ai bien conscience qu'en termes de réalisation c'est il y a rien de plus compliqué qu'une étape de... C'est un peu le problème quand Pogačar est à l'avant. Il y a une moto sur Pogačar, et puis forcément tu peux pas avoir les motos partout derrière. C'est ça, mais bon, il y a quand même 5 caméras, et là à un moment donné en fait il y en avait une sur Vingegaard, une sur Pogačar, et puis le reste c'était un peu une nébuleuse, et de temps en temps on arrivait à choper une image par-ci par-là, mais c'était vraiment très compliqué. Donc voilà, donc on a vécu en fait une étape où on savait pas trop ce qui se passait derrière, et finalement c'est ça qui nous a un peu mis dans 12 bornes un peu d'ennui à regarder quelqu'un qui va vers la victoire de l'étape, mais aussi du Tour, quoi. Alors Pogačar, on a l'habitude en fait maintenant de ses solos. On se souvient du solo au Tour de Lombardie notamment l'année dernière. On se souvient du solo forcément au championnat du monde aussi l'année dernière. Donc maintenant il gagne d'autant plus avec la manière. Moi j'en avais parlé beaucoup avant le Tour de France. J'attendais un affrontement avec les deux, Pogačar et Vingegaard, à 100%, les deux à 100%, sans problème de préparation. On l'a eu, Pogačar a mis une énorme claque à Vingegaard. Et tu parlais des équipes Visma et UAE. C'est marrant parce que
autant les années précédentes, on avait des collectifs, chacun leur tour, UAE Visma qui était très fort, autant là cette année, les deux, ils sont loin d'être... Enfin, ils sont friables, tout simplement, les deux collectifs, et j'ai l'impression... On a vu Almeida qui a été... qui a abandonné, qui s'est retrouvé à terre. On voit des lieutenants, la plupart de l'équipe de Pogačar derrière, qui est quand même pas si souveraine que ça, avec un Sivakov qui est pas top. On voit seulement Narvaez, qui est pas le meilleur grimpeur normalement, mais c'est lui le dernier à lâcher Tadej Pogačar. On a l'impression qu'on était de retour au mois de mars dans la Cipressa lorsqu'il a sprinté pour emmener Pogačar avant l'attaque. Et puis même les Visma, parce que de leur côté, les Visma, on a vu Jorgensen rapidement lâcher, alors qu'on s'attendait à voir le vainqueur de Paris-Nice limite à pouvoir être un peu trouble-fête autour de Jonas Vingegaard, et puis même Sepkus qui a longtemps dès le début de qui a été là, et puis qui ensuite a lâché, quoi. C'est ça. On peut parler des Yates aussi, hein, qu'on a vu à un moment donné, alors, côte à côte, mais qui ont lâché tout de suite. D'ailleurs, Yates, il n'apportait absolument rien aujourd'hui à UAE, parce que il s'est écarté sans avoir même pris un dernier relais. Et c'est Narvaez effectivement qui fait le sprint pour l'emmener. Bon voilà, ça pose quand même question, mais ça va même au-delà de ces deux équipes. Aujourd'hui, de voir Remco vraiment tout seul à 30 bornes de l'arrivée, ça aussi c'est quand même vraiment problématique à mes yeux quand on veut jouer un podium, ou même, on en parlera de lui tout à l'heure. Ça paraît assez fou, finalement voilà, on se retrouve avec une équipe Arkea qui a réussi à tenir son rang avec deux coureurs qui ont été très très longtemps dans le groupe de tête, et ça c'est assez formidable. Donc c'est assez bizarre. Et puis même tu parlais de Narvaez tout à l'heure, mais voilà, le coup qu'il fait hier, quand d'un seul coup il part tout seul alors qu'il a rien à gagner, enfin voilà, c'était incompréhensible. Oui, dans les derniers kilomètres à Toulouse. C'est vraiment très étrange. Et voilà, Yates, peut-être qu'il est venu, on sait pas trop pourquoi. Voilà, c'est compliqué, hein. Franchement, heureusement, finalement, il y a vraiment ces beaux coureurs qui sont là et qui n'ont pas finalement besoin de tant d'équipe que ça, hein. D'ailleurs, Poggi, la première fois qu'il gagne le Tour, il est vraiment quasiment tout seul. Voilà. Après, moi, je reviens sur le fait que j'adore le panache que peut avoir Pogačar, et de pouvoir y aller et pas avoir peur de faire durcir la course, sachant qu'il allait faire sauter tout le monde, y compris ceux qui l'accompagnent, et de se dire voilà, à 12 bornes de l'arrivée, j'y vais tout seul. Ça, je trouve ça absolument génial, et j'adore ce panache-là. Par contre, après, nous, en termes en tant que spectateur de la course, voilà, d'un seul coup, on se retrouve là-dessus, où on sait qu'il sera pas rattrapé, il continue de rouler. Et là, je trouve que finalement, cette montée d'Otakam, elle m'a bien moins intéressé que le suiveur, qui était vraiment génial, parce que voilà, et qui était extrêmement bien filmé, lui, pour le coup, quoi. Oui, et qui était peut-être plus facile à filmer, le col du Soulor, que la montée d'Otakam aussi, avec la topographie. Mais et le monde. Après, parce que ça, c'était quand même notre grand bonheur, c'est que enfin, on a revu ces foules qui s'ouvrent devant les coureurs, où là, voilà, sur toute la montée, c'était vraiment noir de monde, c'était vraiment fantastique. Et c'est ce qu'on appelle la magie du Tour, hein, après. Bien sûr, mais là il n'y avait pas de barrière, il n'y avait pas de corde ni rien. Voilà, là, les gens, ils étaient là-dedans, et c'était vraiment très très chouette, même si voilà, Remco s'est pris un drapeau légèrement dans la tête, mais voilà, c'était le fond du drapeau, ça l'a pas gêné en soi, quoi, ça l'a juste énervé. Qu'on continue et qu'on termine sur Tadej Pogačar. Donc toi, tu parlais d'ennui sur le solo, parce que c'est vrai que on a Tadej Pogačar et on a les autres. Maintenant, c'est vraiment ça, parce que même l'écart entre Vingegaard et le reste, il est pas énorme derrière. Je redis, 2 minutes 10 entre Pogačar et Vingegaard à l'arrivée. Jonas Vingegaard dans les 2-10 derrière lui, donc ça fait du 4-20. Il y a jusqu'à Roglic à la 9e place, à 4-0-8 sur l'étape. Donc on voit vraiment un écart. Il y a autant d'écart entre le premier et le deuxième qu'entre le deuxième et le 9e sur l'étape. Donc Pogačar a vraiment créé cet écart aujourd'hui entre les deux, avec aussi au général un écart maintenant de 3 minutes 31. Il se peut qu'après le contre-la-montre de demain, avec l'arrivée à l'altiport de Peyragud, à une montée de 11 km, enfin 10 km 900, il se peut qu'il y ait pratiquement 5 minutes d'écart entre les deux, si la tendance d'aujourd'hui à Otakam se confirme.
Ah oui, oui, complètement. Là, je vois pas ce qui peut de toute façon maintenant l'arrêter. J'espère vraiment. Parce que la chute, ça va, il n'y a pas de problème. On a vu que ça allait Rien, aujourd'hui. rien. Voilà, on a vu le petit filet sur le bras et tout. Franchement, je pense que les dermabrasions, quand ils se douchent, ça va quand même piquer. Hein. Mais sinon, voilà, en tout cas, ça ne l'a pas gêné sur cette partie-là. En tout cas, on n'a rien vu qui a pu le gêner là-dessus. Voilà. Après, on va voir effectivement si Vingegaard déjà fait un bon chrono, parce que pour le coup, celui-là, il est quand même plus adéquat pour lui. Et puis surtout, est-ce qu'à un moment donné, il va prendre des risques, mais est-ce qu'il en est capable physiquement, puisque on a vu Visma durcir la course depuis le début, mais en fait, il la durcit pour faire sauter tous les équipiers de Poggi, mais ça va pas plus loin puisque Vingegaard peut jamais mettre la dernière banderille. Et voilà, ouais, je pense qu'on est arrivé à peu près à ça. Moi, là où je suis content, c'est de me dire que un Kevin Vauquelin, il arrive à quoi, à 8 minutes 20 de Vingegaard. Ah, c'est génial. Oui. Je trouve ça vraiment formidable. Et ça, d'un seul coup, ouais, ça me redonne du cœur autour et tout. Mais ouais, il va vraiment falloir maintenant qu'on regarde entre les échappés qui vont peut-être pouvoir aller au bout et nous faire vibrer, et puis après, Poggi devant, et puis le reste. Et lui, comment il va gérer ça aussi? Parce que mine de rien, comme tu le disais, si demain il fait un chrono d'enfer, qu'il arrive avec 5 minutes d'avance sur Vingegaard, avec tout ce qui reste quand même comme étape, voilà, comment, je sais même pas en tant que leader comment il peut gérer ça, parce que c'est pas simple à gérer. Est-ce qu'on laisse partir? Est-ce qu'on va chercher toutes les étapes? Est-ce qu'on va chercher le record de Merckx? Ouais, je pense que mine de rien, c'est des vraies problématiques. Et au fond, même pour lui, je pense que la situation aurait été plus simple si avec Vingegaard, ils étaient à 30 secondes, 40 secondes, quoi. Et c'est ça, 20e victoire d'étape sur le Tour de France à Tadej Pogacar. T'as évoqué Jonas Vingegaard, on va passer sur lui juste après, on va en continuer juste après sur lui. Juste une dernière question, est-ce que t'as l'impression que Pogacar est animé cette année en 2025 par un esprit de revanche? Et je m'explique. Il a reparlé après la course de l'énorme défaillance d'Otakam lorsqu'il avait été lâché, il me semble que c'est 2022. Et il y a eu Combloux au Dauphiné, où là il avait encore en travers de la gorge, et là il me semble que c'était 2023, Combloux, il avait pris une énorme claque lors du contre-la-montre, et il va y avoir le col de la Lose sur la fin du Tour de France dans les Alpes. Il y a quand même pas monuments, mais 3 endroits dans cette saison 2025 entre le Dauphiné et le Tour de France. 3 claques qu'il a prises par les Jumbo de l'époque et par Vingegaard, et 3 endroits où j'ai l'impression qu'il a réellement envie d'enterrer les Visma. Mais oui, et moi je suis persuadé que quand Thierry Gouvenou, directeur technique de la course, il crée ce parcours-là, il choisit ces côtes-là, il y pense. Il sait très bien que là, d'un seul coup, sans doute le meilleur coureur du monde et peut-être l'un des meilleurs coureurs de tous les temps, eh bien, c'est ces 3 endroits qu'il a marqué, qu'il faut qu'il arrive à enlever ces démons-là. Et donc, eh bien, il va tout donner pour montrer que non pas il est capable de les gagner, mais qu'il est capable, comme tu le dis, de les enterrer, de creuser tout ce qu'il peut et d'aller au-delà. Ouais, là, moi, j'ai l'impression que. Et en plus de ça, quand on le voit, j'ai même l'impression que c'est facile pour lui. Vraiment, là, même à l'arrivée, alors, voilà, Poggi, il est pas comme Van Der Poel à se coucher par terre et à faire descendre toute la puissance qu'il a mis. Voilà, il est rarement autant fatigué que ça, mais quand même, là, je veux dire, il attend, il est tranquille, il se met de l'eau et tout. Et je me dis, ouais, en fait, il en a encore sous la pédale. Il attaque, mais il pourrait encore réattaquer sur lui-même. C'est fou, quoi. C'est vraiment fou. Pourtant, on voit qu'il y a un petit rictus quand même chez Pogacar, un rictus de l'effort. Heureusement, d'ailleurs, j'ai envie de te dire. Heureusement. Oui, mais ouais, je dis ça parce qu'on a quand même vu des années. Moi, c'était mon enfance où il n'y avait pas de rictus de l'effort. On est à peu près de la même année, hein, je pense, Guy. Donc... Je suis de 91. 87. Donc voilà, voilà, il n'y avait pas de rictus de l'effort à l'époque. Hein. Donc voilà. Mais il y avait des yeux de la haine à l'époque. Ouais. On réhabilite pas forcément Pogacar dans le sens où on n'est pas en train de dire tout va bien, tout est rose. Non. Hein Non. Alors, après, on verra bien ce qu'il en sera dans le futur, mais en tout cas, c'est quand même quelqu'un qui mine de rien en termes de vélo nous fait vibrer. Quand je dis, voilà, ça nous a ennuyé parce que nous, en fait, ce qu'on voulait, c'était voir de la bagarre. Mais quand on regarde juste cette montée parfaite qu'il fait, voilà, je veux dire, en tant que cycliste, quand on est un peu roulé sur ces terres-là, mais en fait, on peut avoir que un immense bonheur de voir des coureurs comme ça. C'est absolument génial. Et
effectivement, s'il s'avère qu'il arrive à passer une carrière sans être entaché de quoi que ce soit, eh bien, on pourra se dire que oui, en fait, on a vu peut-être l'un des meilleurs coureurs de tous les temps arriver tout jeune. Hein. Moi, je me rappelle d'un papier sur le premier tour qu'il gagne. C'était un papier dans l'Équipe Magazine où il était présenté avec sa femme en disant bah voilà le couple de cyclistes et tout. Et puis en fait, un mois après, il gagnait le Tour. Et en fait, ça a été très très vite. Et ouais, c'est absolument génial de voir ça. Et c'est vraiment très fort. Et ouais, moi aujourd'hui, je vois pas ce qui peut l'arrêter. Et il va continuer comme ça. C'est impossible qu'il se dise bon bah j'ai gagné le Tour, je reste derrière. Par contre, la seule chose, c'est que ça peut-être laisser une petite ouverture pour des échappées, pour laisser les étapes, à moins qu'il veuille effectivement aller se dire bah voilà je veux tout gagner. Et aujourd'hui, il est largement capable de tout gagner. Hein, ça, on est d'accord. C'est sa 102e victoire en carrière. Celui qui aura 27 ans à la mi-septembre après la Vuelta, qu'il pourrait, je vais pas dire qu'il devrait, mais qu'il pourrait disputer. On verra ça. Bon, Pogacar, on en a assez parlé. Ça fait pratiquement un quart d'heure qu'on est sur lui. On a commencé à évoquer le cas Vingegaard. 2 questions sur Vingegaard. La première, est-ce que Vingegaard a mal géré sa montée d'Hautacam? Je m'explique. Il tente de suivre l'attaque de Pogacar, Jonas Vingegaard, comme à son habitude. Sauf que là, l'effort en puissance de Pogacar a été trop lourd à supporter pour le Danois. Et derrière, il a craqué, il a pris un énorme éclat, 2 minutes 10, à tel point que Lipovic termine à 13 secondes derrière lui, alors que lui, Lipovic, sur l'attaque de Pogacar, bon, il y avait la cassure, ils n'ont pas cherché à suivre. Est-ce que Vingegaard a mal géré son effort? Et j'ai envie de te dire, on est à la veille d'un contre-la-montre en côte, est-ce que ça laisse augurer le pire pour le Danois demain? Ouais, je sais pas comment il aurait pu faire mieux presque. Voilà. Effectivement, quand Poggi attaque, franchement, il le sait. Hein, Yates s'est déjà écarté, l'autre est en train de sprinter devant, Poggi paf, il sait qu'il va partir à ce moment-là. Comme d'habitude, tu l'as dit, Vingegaard il reste sur sa selle. Il se dit je vais le rattraper en longueur, sauf qu'en fait Poggi, non seulement il fait l'attaque, mais derrière il envoie tellement fort que l'écart se fait tout de suite. Et derrière, en fait, il plafonne un petit peu au début quand même l'écart. Hein. Il plafonne un petit peu dans la dizaine de secondes, quinzaine de secondes, et puis après c'est terminé. Il reste quelques instants, et puis alors après il reste quand même assez longtemps, autour de 1,20, 1,30. Et puis alors vraiment pour moi ce sont les tout derniers kilomètres où là on a vraiment l'impression que Lipovic va le doubler. Et parce que là il lâche. Alors faut regarder exactement à quel moment l'écart se remet vraiment large, mais voilà, on passe de 1,30, 1,40 à 2,10 et waouh. Et là d'un seul coup on se dit mentalement il a lâché. Là c'est plus physique quoi. Là c'est que là c'est bon, je laisse partir. Et ça fait un peu peur. Et puis du fait d'avoir été tout seul dès le pied. Ça aussi c'est quand même une autre problématique, sachant que il fait rouler ses gars depuis le début du tour, y compris dans les descentes pour mettre en difficulté Poggi quoi. Donc c'est transition sur la deuxième question que je voulais te poser. Tout ça pour ça, les Visma finalement. Tout ça pour mettre la pression, enfin tous ces petits moments à mettre la pression sur Pogacar pour finalement prendre une énorme claque dans Hautacam. Ah mais c'est ça, c'est exactement ça, c'est que on se dit mais ok, en fait, ils sont capables de durcir une épreuve de puncher, mais derrière, il y a rien. En fait, c'est vide, la coquille là-dessus. Ils ont envoyé Yates gagner une étape. Ils ont fait leur tour. Ça paraît fou. Mais alors après, si c'est parce que Yates a été faire son étape que maintenant il est cuit, là, c'est quand même une autre problématique, quoi. Et à un moment donné, ils sont pas venus là pour jouer les étapes, pas une équipe. On rappelle que Simon Yates, ça fait le Giro qui l'a remporté. Tout à fait. Tout à fait. Donc il avait rien à gagner de plus cette année. Je veux dire, c'est pas l'étape qui allait changer sa vie. Donc ça paraît un peu bizarre, surtout qu'à chaque fois ils nous répètent on a un plan. Bah ouais, mais alors là le plan c'est quoi C'était là il y a plus de plan en fait. Hein. C'était et non c'est un peu triste aussi mine de rien pour nous parce que on aime quand même quand ça bagarre et quand ça y va et là là il y a plus rien en face. Et
Alors, d'autant qu'on parle, je reparle de Matteo Jorgensen, qui est censé être le lieutenant, qui est censé même aller plus loin que des Vauquelin, qui est censé être au niveau des Venepool, de Roglic, de Lipovic et compagnie. Jorgensen, il est terminé 15e de l'étape à 10 minutes 25. Donc, même lui qui est censé être le premier de lieutenant, il est à des années-lumière de la concurrence, de ceux qui sont derrière. Et voilà, pour entourer Vingegaard et mettre la pression, maintenant il n'y a plus personne. Non mais c'est ça. Et Jorgensen, à un moment donné, on nous l'a quand même vendu en mettant si jamais Vingegaard a une défaillance, il serait quasiment capable de suivre, quoi. Ah ouais, mais là non, là il a plié les Gaules, mais tout de suite, hein, ça a été pratiquement immédiat, hein. Donc ouais, c'est assez. Tu penses que c'est un jour sans, avec la gestion de la chaleur, il faisait très chaud, il faisait 35 degrés sur la route du Tour aujourd'hui. Une équipe qui a une journée sans. C'est pas toute une équipe qui peut se planter à ce point-là. Donc en fait, je pense que là ils ont tellement eu l'habitude de faire subir la course aux autres que pour une fois que eux l'ont subi parce que les UAE ont décidé de rouler, et ben en fait ça les a complètement séchés et ils avaient peut-être plus leur repère, j'en sais rien. Enfin franchement là, je serais curieux d'être dans le bus aujourd'hui, quoi, hein, de voir ce qui se passe et de voir ce qui se dit et comment ils vont essayer de trouver des solutions, ne serait-ce que pour se dire que le tour est pas totalement fini pour eux aussi, parce que là sinon ça va être long les 10 jours là. Hein. Ouais. Moi c'est une équipe qui me laisse l'impression d'être un peu, alors peut-être être dur, mais d'être sur la pente descendante, dans le sens où ils ont été très hauts, ils ont joué la victoire sur le Tour avec Vingegaard, avec Roglic précédemment, ils luttaient aussi, ils ont été très très hauts, ils ont une année énorme avec les 3 grands tours gagnés en une année aussi, et là on voit quelques paroles de la femme de Vingegaard dans la presse contre l'équipe, on voit un Wout van Aert qui n'a qu'un seul monument dans sa carrière et qui se dit les années passent et je regarde mon plus grand rival de mes années jeunes, Van Der Poel, qui lui enchaîne les victoires, Van Aert qui traverse comme un fantôme ce Tour de France après avoir été en difficulté sur le Tour d'Italie, hein. Jorgensen qui est censé prendre le lead, en tout cas qui est censé être derrière, mais Jorgensen il remporte Paris-Nice et sur le Tour de France il fait l'année dernière, si je me trompe pas, 8e, et là il fait pas mieux. C'est une équipe qui est bon, voilà, ils pourraient perdre Lefkoy qui est un peu leur leader pour les sprints et qui pourrait partir chez Decathlon à G2R la saison prochaine. Et c'est quand même une équipe qui prend ces derniers temps quelques claques. Hein. Ouais, mais après, comme tu l'as dit, en fait, c'est aussi maintenant devenu une équipe qui est en train, enfin en tout cas moi c'est comme ça que je le vis sur ce tour, qui est en train de s'affranchir de Vingegaard. Tu l'as dit avec les petites déclarations intempestives de sa femme qui commence à rentrer là-dessus. Bon voilà, après moi je pense que tout n'est pas faux dans ce qu'elle dit. Effectivement, quand des coureurs commencent à avoir des enfants, c'est quand même on pense plus à la même chose quand on est sur le vélo, ça c'est une certitude. Mais c'est surtout que tu les as cités à l'instant. Aujourd'hui, pratiquement chacun des coureurs a remporté soit un grand tour, soit des belles étapes, soit des courses d'une semaine. Et en fait, Vingegaard, il fait pratiquement que le tour où il a vraiment une importance à jouer. Et donc là, il arrive là-dessus. Et en fait, les mecs, ils se disent, mais attends, mais pourquoi on va se mettre à la planche pour un gars qui est aujourd'hui un ton en dessous de Pogacar, et voilà, on sait très bien qu'il ira pas au bout. Et alors que nous, en fait, on gagne à côté, quoi. Hein. C'était et ouais, là pour le coup, il y a un vrai questionnement. Ce qui est, on pourrait renvoyer la chose sur UAE, hein, en disant oui, mais attends, chez UAE, il serait leader dans toutes les autres équipes, bien sûr. Sauf que Poggi, il fait pratiquement toutes les courses et il va les gagner. Donc du coup, ils savent pour qui, eux, ils savent vraiment qui est le patron. Alors que Vingegaard, quand t'arrives, que t'es pas capable d'attaquer, que t'es pas capable de gagner, alors que tous tes équipiers ont quasiment gagné des grandes courses dans l'année, automatiquement, l'ambiance elle est quand même différente. Hein, Ouais, avec un Vingegaard qui a quand même remporté, on le rappelle, 2 Tours de France. Mais c'est vrai que je rappelle tout le temps les éditions 2023-2024 avec un coup Pogacar, un coup Vingegaard, qui eux n'étaient pas à 100% avec des préparations amoindries. Bon, on arrive, le temps avance, on arrive à la fin de ce podcast. En tout cas, on arrive vers la fin.
il faut quand même qu'on parle de ceux qui ont été derrière Pogačar et Vingegaard, parce que c'est le duel qu'on attendait. Je vais parler, allez, on va faire un duo avec Lipovic et Evenepoel. Pourquoi ? Parce que Remco Evenepoel est toujours 3e du classement général ce soir, malgré son étape où il termine 7e derrière Kevin Vauquelin, on en parlera juste après. Et Lipovic, lui, il termine 3e de l'étape, c'était le 3e du Dauphiné juste avant le Tour de France, devant Remco Evenepoel. Lipovic qui revient à la 4e place du classement général ce soir, à maintenant un peu plus de 49 secondes de Remco Evenepoel. Lipovic monté en pression tout douce, mais il arrive en forme dans les Pyrénées. Remco Evenepoel, ça a été dur dès le Soulor pour lui, il s'est quand même accroché. Moi, j'étais à 2 doigts de me dire, il va lâcher, il va faire comme au Tour d'Espagne 2023 et ensuite il va nous claquer 3 étapes. Ouais, il est très impressionnant parce qu'en fait, c'est un coureur qui fait pas de bruit, qui a, je pense, très peu de pression médiatique par rapport à tous ceux que je viens de citer. Et en fait, il est vraiment très impressionnant. Franchement, voilà, même si aujourd'hui, il manque cruellement de visibilité parce que finalement, là, les gens qui ne sont pas autant passionnés que nous, qui regardent juste le Tour à la télé, je suis même pas sûr qu'ils l'ont vu. C'est qui ce mec ? Ils l'ont vu une seule minute là-dessus et quand tu regardes à la fin, tiens, il y a un gars qui était au milieu, on l'avait pas vu parce que lui, il y a jamais eu de caméra sur le pauvre, donc voilà. Mais ouais, vraiment très très impressionnant. Remco, il a été vraiment fort dans sa tête. Ça a été dingue parce que Remco, il est lâché, il reste 7,6 km dans le col de Soulor. Donc, ça veut dire que ça vient juste de démarrer, ça fait 3-4 bornes que ça démarre. Il a 54 km et il se fait lâcher. Mais il se fait lâcher correct, hein, à 1 minute. Et en fait, il va réussir à garder ça. Il arrive à revenir, c'était assez dingue. Et derrière, il se refait éjecter et il revient petit à petit et il regagne des secondes. Mais il est incroyable, mais vraiment incroyable, même s'ils ont fait un petit bout de chemin après avec Vauquelin, ouais, vraiment très très impressionnant. Et du coup, j'embraye aussi sur Vauquelin parce que ça a été, il a vraiment fait une course très très forte où lui aussi, hein, il a fait l'accordéon, il est revenu, il signe une 6e place en sprintant devant Remco. Il s'est fait le petit plaisir et ça augure quand même de belles choses. Sur un coureur qui est, on le rappelle, hein, dans une petite équipe qui est aujourd'hui en plus, voilà, Emmanuel Hubert, il se bat, là on l'entend partout, franchement il est hyper présent parce qu'il veut absolument réussir à trouver des nouveaux sponsors derrière. S'il arrive à garder un Vauquelin qui croit au projet d'Emmanuel, hein, parce qu'il est là depuis la poupe, franchement là, mais faut y aller, hein. Si on va pas... Et gros mental aussi pour Vauquelin parce qu'il est lâché dans le Soulor, il revient, énorme équipe Arkea BNB Hotel autour de Kevin Vauquelin. On voit la 10e place aujourd'hui de l'étape, c'est Cristian Rodriguez, l'Espagnol, qui est son équipier. Ils se subliment tous pour lui. Ouais. Et pour le coup, il a hyper bien bossé. Il l'a vraiment emmené tout ce qu'il pouvait. Je pense qu'il était plus fort aujourd'hui que Vauquelin. Il l'a attendu, il l'a motivé et il lui a donné toutes les forces qu'il pouvait avoir. C'était en fait, quand on voit ça, on se dit ouais, c'est aussi ça, cette petite équipe française qui est solidaire, qui va de l'avant. Et ça a été ma grande réjouissance de la journée. On va terminer ce podcast avec les classements, juste donner un peu en bref quand même les autres coureurs, hein, parce que en donnant le classement de l'étape, on va pouvoir regarder un peu les tops et les flops de la journée. Je rappelle la victoire de Tadej Pogačar avec 2,10 d'avance sur Vingegaard, 2,23 sur Lipovic. Tobias Haaland Johannessen qui avait brillé sur le Dauphiné, Oscar Hindley qui avait brillé sur le Tour de Suisse, sont 4 et 5e à 3 minutes. Attention à eux au général, on va voir qu'ils sont placés dans le top 10. Kevin Vauquelin 6e à 3,33 avec 2 secondes d'avance sur Evenepoel avec ce petit sprint à la fin. Top 10 complété par Félix Gall qui est régulier, 8e de l'étape. Roglic qui est un petit peu lâché, mais la plupart du travail derrière chez les poursuivants était fait par Lipovic. Et donc Cristian Rodriguez 10e, les Français derrière, Guillaume Martin 13e à 9 minutes. Bruno Armirail qui a été le dernier à être repris de l'échappée sur ses routes, hein, de Béarn, de Bigorre, des Pyrénées, c'est ses routes d'entraînement. C'est vraiment génial. Termine 17e. Ouais. Il s'est fait un régal à domicile, combatif de l'étape. Mon petit Jordan Jegat que je suis, qui est 19e de l'étape à 11 minutes 47. Et au classement général, juste les flops, Ben Illy maillot jaune, bon pas flop, mais Ben Illy maillot jaune 25e à 13 minutes,
T'as Adam Yates qui est 23e à 13 minutes, Skelmose qui a lâché à un quart d'heure. Bon voilà, Emmanuel Borman de la Cofidis qui était un peu dans l'échappée de 51, il y a eu 51 échappés. Bon voilà, on regardait plutôt les favoris, puis voilà, ça termine à plus d'un quart d'heure derrière. Le classement général, Guillaume, pour terminer, avec Pogačar 3,31 sur Vingegaard, 4,45 sur Evenepoel, 5,34 sur Lipovic, 5,40 sur Vauquelin. Derrière, Only, Roglic, Johannessen, Gall, Jorgensen, Ben Illy, 11e les Français. Jordan Jegat, 13, 18 minutes 10, et Guillaume Martin, 14, 19 minutes 30, général bouleversé, mais pas mal quand même aux petits Français. Ah ouais, non, franchement, ça fait du beau moqueur, et voilà, maintenant on espère qu'ils vont aller nous en claquer une belle, en tout cas, ça c'est sûr. On espère. Allez, les classements distinctifs, les maillots distinctifs, parce que Pogačar, il a quand même pris des points. Il est aujourd'hui au sommet pour le maillot vert. Eh ben oui, 20 points avec la victoire d'étape, ce qui fait que maintenant au classement général du maillot vert, du classement par points, Pogačar est revenu à 48 points de Jonathan Milan. Le classement du maillot à poids de la montagne, Pogačar est revenu à égalité de points devant Lenny Martinez puisqu'il est passé en tête hors catégorie aujourd'hui à Hautacam. Martinez portera le maillot à poids demain quand même puisqu'il est à la deuxième place du classement. Le classement du maillot blanc, il y aura Lenny Martinez qui n'a pas eu les jambes aujourd'hui. Un peu à la confirmation du début de Tour de France aussi, lorsque là c'est devenu plus dur, ça a été plus compliqué pour lui. Evenepoel maillot blanc, 49 secondes d'avance sur Lipovic, 55 secondes sur Vauquelin, 1,20 sur Oscar Only, puis la meilleure équipe, Visma, Lisebeck, qui est quand même meilleure équipe, avec 17 minutes d'avance sur UAE, Arkea, 3e meilleure équipe, Decathlon 4e meilleure équipe, et Red Bull Bora grâce à Lipovic et Roglic, 5e meilleure équipe, Groupama 6e, on est déjà à plus d'une heure. Bon, on a parlé des classements, vite fait, contre la montre demain, c'est simple, c'est la montée de Peiro-Sourde jusqu'à l'altiport de Peyragudes. Pronostic, Guillaume ? De toute façon, le pronostic pour moi, ça sera Pogačar qui va aller cette étape. Voilà, à voir comment Remco va gérer ça. Déjà avec la fatigue sur un contre-la-montre qui est pas idéal pour lui, mais où il fait aussi qu'il peut aller rechercher de la place et voire même refaire de l'écart avec d'autres. Donc ouais, on va quand même regarder ça. Et puis voilà, Vingegaard, comment il va réagir à cette grosse claque, mine de rien. Donc oui, ça restera de toute façon un moment intéressant du Tour, ça c'est sûr. Bon, pronostic Pogačar aussi, je vais pas être très original, mais bon, en même temps, vu l'effort qu'il a fait dans Hautacam, on doit s'attendre à la même chose, un peu demain à Peiro-Sourde. Guillaume, je te remercie beaucoup d'avoir été avec moi. Guillaume Descaves, journaliste au Progrès, documentariste et aussi fondateur, rédacteur en chef du Lien Local. Merci Guillaume. Merci Guillaume, merci infiniment et bon Tour de France à tous. Un grand merci, on te retrouvera d'ici la fin du Tour, on verra, on va faire encore tourner un peu l'effectif, on va essayer de faire revenir les gens, j'espère que tu pourras revenir d'ici la fin du Tour. Je rappelle Vélo Podcast aussi sur Apple Podcast, Deezer, Spotify, la chaîne YouTube de Vélo Podcast ainsi que les réseaux sociaux. On se retrouve demain pour la suite du triptyque pyrénéen et le contre-la-montre jusqu'au sommet de Peyragudes. Ciao, bonne soirée et à demain.